Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Au sommaire de l'actualité, la question de la séparation des trois pays sahéliens au sein de la CEDEAO a été évoquée par l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Cheikh Tidiane Gadio. Vous l'entendrez dans cette édition. Et puis, de nombreux jeunes, faute de soutien pour leurs études, se tournent vers des activités génératrices de revenus afin de subvenir à leurs besoins quotidiens. Reportage à suivre. C'est tout pour les titres. Bienvenue une fois de plus. La deuxième journée de la seconde édition de Youth Connect Sahel s'est tenue à N'Djamena au Tchad. La thématique leadership et engagement, la jeunesse du Sahel face à ses responsabilités a suscité un vif intérêt parmi les participants. Biaktibo Emmanuel et Eyango Abdoulaye ont suivi pour nous. Avec un panel de haut niveau réunissant des acteurs institutionnels, des jeunes leaders et des experts à la deuxième journée du Forum Jeune Sahel, Youth Connect, la jeunesse sahélienne cherche les réponses aux mots qui minent son développement et a changé l'étiquette des Sahel, zone instable, où le chômage dicte ses conduites. Leadership et engagement jeunesse sahélienne face à ses responsabilités, une thématique qui a suscité un vif intérêt de la part des participants. Les panélistes, dont l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Cheikh Tidiane Gadio, le vice-président de l'UPJ de la Mauritanie, Babokar, Gabameba Gracias du Congo-Brazzaville, Gassim Chérif, ministre tchadien de la communication et porte-parole du gouvernement, et le ministre togolais chargé de la jeunesse, Fad Fofana, ont insisté sur la nécessité de s'imposer le leadership et l'engagement pour suivre l'action et évaluer les impacts. La question de l'entrepreneuriat comme réponse au chômage a été évoquée avec une invite à l'audace parce que, disent les panélistes, l'avenir se prépare dans le présent. Les débats ont soulevé la problématique de l'inclusion de la jeunesse qui n'est pas effective. Il faudrait pour les dirigeants des pays sahéliens de créer des conditions dans lesquelles la jeunesse soif du développement puisse s'affirmer. Dernier rendez-vous demain pour cette grande messe de la jeunesse du Sahel. Les participants attendent des réponses concrètes des engagements pris en faveur de la jeunesse. L'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Cheikh Tidiane Gadio, a évoqué la question de la séparation des trois pays sahéliens au sein de la CEDEAO. Il a également plaidé en faveur de l'unité africaine afin de se positionner parmi les secteurs mondiaux du développement. Suivez. Aujourd'hui, au lieu de dire au Mali, au Burkina, au Niger, revenez à la maison. Moi, je le dis, refondons une nouvelle organisation. Créons les États fédérés de l'Afrique de l'Ouest, où tous ces pays viennent. On a la CEDEAO originale avec 15 pays membres, mais ce n'est plus la CEDEAO. On ajoute un pays qui a été membre fondateur de la CEDEAO qui s'appelle la Mauritanie. On a un pays sahélien qui a tous les aspects de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Tchad, et on a le Maroc qui aspire à venir. On crée une fédération de 18 États africains, et imaginez, on a 510 millions d'habitants, c'est-à-dire un demi-milliard d'habitants. On a 65 à 70% de jeunes. On a l'or du Mali, on a l'uranium du Niger, on a le pétrole du Nigeria, gaz du Sénégal et de la Mauritanie. On a le fer de la Guinée. On a les richesses du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, café, cacao. On met tout ça ensemble. Je vous jure qu'on met en place cette entité. Dans les 10-15 prochaines années, l'Afrique de l'Ouest, pas l'Afrique de l'Ouest, mais la nouvelle entité va rattraper l'Inde et on se positionne parmi les acteurs mondiaux et on se positionne comme une puissance qui aspire à avoir un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies et le reste de l'Afrique sera obligé de s'unir. L'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, l'Afrique australe, l'Afrique du Nord, etc. Je soulève tous ces problèmes pour dire que le Sahel traverse une situation extrêmement difficile. Seule une solution régionale, continentale peut nous aider. Chaque pays pris individuellement ne pourra pas régler ce problème. Dans un point de presse fait ce 14 octobre 2025, l'Association tchadienne pour le développement socio-économique et culturel dénonce l'assassinat perpétré par des éleveurs de 4 paysans, dont un chef de village dans la nuit du 7 octobre à Bepama, sous-préfecture j'y arrive de Nderguigui, département du Mandoul central. Par la voix de son secrétaire général, l'association condamne cet acte qu'elle qualifie d'odieux. Nous condamnons avec la
plus grande fermeté des actes de violence inqualifiables et récurrents, puis exprimons notre solidarité totale et soutien aux familles des victimes ainsi qu'à l'ensemble des habitants de Bépana. Deuxièmement, nous condamnons la profanation et la confiscation du corps d'une des victimes. Troisièmement, nous condamnons le pillage systématique de tout un quartier de Kaninga, appelé Ndouba Kodé, saccageant 8 maisons, emportant 4 sacs de sorgho, 2 sacs de maïs, 7 sacs d'arachide, 1 sac de gombo, 8 chèvres, 30 poulets, des draps, des habits et couchages de ses habitants ce jour le 10 octobre 2025. Exigeons des autorités compétentes qu'une enquête exhaustive et impartiale soit menée afin d'identifier, d'arrêter et de juger les auteurs de ces crimes abjects. Nous demandons instamment que des mesures de sécurité renforcées soient prises et déployées dans la zone d'Enderguigui, des forces de défense et de sécurité pour protéger la population civile sans défense et prévenir toute nouvelle escalade des violences dans la sous-préfecture et partant dans le département du Mandoul central. Nous appelons l'opinion publique à ne pas rester silencieuse face à cette tragédie qui vient saper les efforts de vivre ensemble et à soutenir avec exigence la justice pour tous. Nous exigeons l'arrestation sans délai des auteurs de pillage du quartier Ndouba Kodé et ceux des actes de violence physique sur le comité d'entente et de médiation dépêchés pourtant sur les lieux par les autorités de la place pour constater l'ampleur de dévastation des champs par les troupeaux de bœufs ce jour 10 octobre 2025 dans la zone de Kaninga. Alors que la rentrée scolaire bat son plein et que de nombreux enfants reprennent le chemin de l'école, d'autres fautes de moyens errent dans les rues de N'Djamena à la recherche des activités génératrices de revenus. Entre nécessité économique et abandon scolaire, ces enfants voient leur droit à l'éducation gravement compromis. à Siam Kanjara. Dans les ruelles poussiéreuses de capitale N'Djamena, le contraste est saisissant. Tandis que d'autres enfants sont dans les salles de classe, d'autres du même âge s'activent sous le soleil brûlant. Ces jeunes garçons et filles vendent des cacahuètes, transportent des marchandises ou lavent des motos pour gagner quelques pièces. Pour eux, les cahiers et les tableaux noirs sont remplacés par des bassines ou des outils ou des balais. Cette situation serait liée à la pauvreté. Beaucoup n'ont pas les moyens d'acheter les fournitures ni de payer les frais de scolarité. D'autres facteurs pourraient s'ajouter à ce phénomène comme le manque d'infrastructures, mais aussi les mariages précoces pour les jeunes filles qui quittent trop tôt le banc de l'école. Pourtant, l'éducation est un droit fondamental garanti par la Constitution tchadienne et les conventions internationales. Face à cette réalité, les autorités doivent, pour le renforcement des programmes d'appui à la scolarisation par la distribution des kits scolaires pour une gratuité effective de l'enseignement de base et construction de nouvelles salles de classe. En attendant, ces enfants continuent de lutter chaque jour, non pas pour apprendre, mais pour survivre. Et à chaque rentrée scolaire, leurs rêves d'école s'éloignent un peu plus. À N'Djamena, la capitale, de nombreux jeunes, faute de soutien pour leurs études, se tournent vers des activités génératrices de revenus afin de subvenir à leurs besoins quotidiens entre cours et petits boulots. Ils s'efforcent de concilier leurs ambitions académiques et leurs exigences de la vie. Pour mieux comprendre les réalités, notre équipe est allée à la rencontre. Je vais à ce que l'État nous aide un peu parce que nous les élèves, on souffre beaucoup. On fait notre école même là, il n'y a pas d'intégration, nous on souffre, on fait le commerce pour avoir les manger avec, c'est ça. Ça ne va pas. Là où toi aussi essayer de comprendre. Même intégration, quand tu as des niveaux, ou bien quand il y a une famille riche quelque part, c'est ça, ça marche. Mais si tu n'es pas riche, ou bien tu as un parent qui est riche, ou bien comme ça, là, ça va marcher un peu. Mais en tant que nous, les pauvres comme ça, là, ça ne va pas. C'est comme ça qu'on vit. Tous les gens qui sont là, il y a des gens qui sont intellectuels et quoi, il y a des gens qui sont au niveau même, ils sont là. Mais ça ne va pas donner. C'est pour cela qu'on vit ici. Je combine ces deux choses à la fois. C'est juste une question d'organisation. Je me suis organisé, il y a des heures où je pars au cours et je reviens pour m'organiser. Par exemple, quand je pars à la fac et qu'on nous donne Polycop et que si je n'ai pas l'argent, je suis obligé d'abandonner les cours pour un ou deux jours comme ça pour chercher l'argent et aller à la fac avec.
Donc quand je pars à la fac et qu'il n'y a pas l'argent, là, ce n'est pas facile pour moi de trouver les documents également. Donc je suis obligé de venir au marché, chercher un peu d'argent avant d'aller à la fac, quoi. Donc c'est juste une question d'organisation. Au marché, on se débrouille parce qu'on n'a pas de soutien. On est venu au marché, on se cherche pour manger. Parce que tu peux rester comme ça, personne ne peut te donner. Donc maintenant, nous sommes venus au marché pour se chercher et avoir un peu pour cotiser. Et puis avec le temps, on va s'inscrire à l'école, des trucs comme ça. Mais pour le moment, moi, je ne pars pas à l'école. Je ne poursuis pas mes études parce que j'ai obtenu mon baccalauréat depuis 2024, mais il n'y a pas de soutien, donc je suis venu au marché pour me chercher. Obligé de venir passer quelques temps au marché chercher de l'argent pour assurer mon scolarité, puisque même à la fac, il y a l'autre là, les polycopes, si jamais tu n'as pas les parents qui sont mieux placés pour te donner de l'argent, machin là, c'est difficile. Donc on est obligé de venir au marché chercher de l'argent et en même temps, il s'agit d'une organisation. Si tu es un élève, si tu es vraiment coincé, tu peux avoir un emploi personnel pour programmer l'autre, telle heure là, je vais faire ça, telle heure là, c'est programmé pour ça et dans ça là, il y a tes heures de loisirs aussi. Sous le viaduc du rond-point Chagua, conçu pour améliorer la circulation des véhicules, cet espace est désormais un grand carrefour d'incivisme où se déroulent diverses activités. En dépit des interdictions émises par les autorités communales, il a été transformé en dépotoir sauvage. Hassani Saka, reportage. Sous les viaducs de Chagua, de Dembe ou encore du quartier d'Iguel et Goudi, le spectacle est désolant. À première vue, ces espaces semblent offrir un coin d'ombre propice au repos, à la discussion ou au petit commerce. Mais à y regarder de plus près, le décor change. Tas d'ordures, bouteilles cassées et plus choquant encore, des excréments humains jonchent le sol. Mais ceux qui fréquentent ce lieu s'y portent malgré les odeurs nauséabondes qui se dégagent. Entre-temps, il y a des gens qui vendent, coiffent et d'autres font de la sieste sur des bancs publics. Pourtant, ces viaducs avaient été conçus pour embellir la capitale et fluidifier la circulation tout en offrant des espaces publics de détente. Mais faute d'entretien et de suivi, ils sont devenus de véritables zones d'abandon. La question de la salubrité reste pourtant au cœur des discours des autorités municipales. Ces dernières promettent régulièrement de redonner un nouveau visage à N'Djamena. Sur le terrain, cependant, les ordures s'accumulent, les mauvaises odeurs persistent et l'incivisme gagne du terrain. Face à cette indifférence des autorités et le manque de civisme de certains citoyens, ces espaces d'utilité publique risquent de perdre définitivement leur vocation première. En attendant, les riverains, eux, continuent de vivre au quotidien avec cette insalubrité devenue banale. Faisons à présent un tour des principales nouvelles qui ont marqué le monde ce mardi 14 octobre 2025 avec Dela Nathalie. Le président américain Donald Trump et ses homologues d'Égypte, de Turquie et du Qatar se sont réunis ce lundi à Sharm el-Sheikh pour la signature d'accords qui, selon lui, jetteront les bases de l'avenir de la bande de Gaza. Cette rencontre intervient peu après son arrivée en Égypte dans le cadre d'un sommet mondial sur l'avenir de Gaza. Alors qu'il tente de relancer les processus de paix au Moyen-Orient, le président américain revenait d'Israël où il avait célébré le cessez-le-feu conclu entre l'État hébreu et le Hamas sous médiation des États-Unis. À Madagascar, le président Andry Rajoelina a dissous ce mardi l'Assemblée nationale, accentuant la crise politique qui l'oppose aux manifestants et à une partie de l'armée. Un décret publié sur Facebook mentionne que le chef de l'État aurait consulté les dirigeants des deux chambres du Parlement, mais la légalité de cette décision reste sujet à controverse. L'opposition de son côté tente de réunir suffisamment de signatures pour engager une procédure de destitution à son encontre. Au Cameroun, alors que les résultats officiels de la présidentielle du 12 octobre se font encore attendre, le principal opposant, Issa Choroma, a proclamé sa victoire. Dans une déclaration publiée lundi soir sur Facebook, l'ancien ministre de l'Emploi, désormais à la tête d'une large coalition d'opposition, a affirmé « Notre victoire est claire, elle doit être respectée. Le peuple l'a choisi. » Il a salué le courage des électeurs ayant veillé tard dans les bureaux de vote, affirmant avoir reçu des félicitations de plusieurs candidats. M. Choroma a promis de publier prochainement les résultats région par région à partir des procès-verbaux affichés dans les centres de vote. Enfin, dans la région des Grands Lacs, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Zia Hong, a déploré la poursuite des combats dans l'est de la RDC.
devant le Conseil de sécurité, il a reconnu que des récents progrès diplomatiques laissant entrevoir un espoir de cesser le feu, mais a regretté que celui-ci ne soit toujours pas respecté. Selon lui, la détérioration de la situation sur le terrain menace désormais la stabilité régionale. M. Jiang An a appelé au respect des engagements pris dans le cadre de l'accord de Washington et de la déclaration de Doha. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Tchad 24 et à demain.